Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour l'émission du lundi soir 20h. C'est le débrief ludique où ensemble on va parler de jeux de société auxquels j'ai joué sur la semaine qui vient de s'écouler. Bienvenue, installez-vous, on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, on va aller sur Mayudo, voir un petit peu les fiches de chaque jeu et puis on va attribuer à chacun de ces jeux une note si le jeu n'est pas déjà noté. Bienvenue et installez-vous confortablement. On va essayer de faire tenir ça en une petite heure à peu près. Donc on va commencer tout de suite par tout simplement aller sur la fiche Mayudo du premier jeu. Ce premier jeu que je voulais vous parler, c'est Chu-Han, qui est sorti donc vendredi dernier, le 14 février. C'est un jeu qui est édité par Matago dans leur gamme Historia. Chu-Han, qu'est-ce que c'est ? Grossièrement, c'est un jeu de défausse de cartes, puisque c'est une petite boîte, vous voyez, donc dans un univers japonisant, à la Chine. Ça n'a rien à voir avec l'univers japonisant, mais c'est en Chine. Un empereur très connu qui s'appelle, je ne sais plus, est mort. Donc des clans s'affrontent pour prendre la tête de la Chine. C'est tout simplement donc en fait un jeu de défausse où on va avoir une quinzaine de cartes en main. Et tout simplement on va devoir faire un petit peu à la façon de Odin. Si vous savez comment on joue à Odin, c'est un petit peu la même façon. Odin qui est juste là, qui est quand même, je le rappelle, nommé dans le jeu de l'année aux As d'Or, à Cannes. Donc tout simplement, un joueur va ouvrir, entre guillemets, le pli. Il va jouer des cartes, une ou plusieurs cartes. Le joueur suivant va devoir jouer le même nombre de cartes, mais avec des valeurs supérieures. Tout simplement. Jusque-là, c'est très simple. Mais il y a des cartes qui vont avoir des petits effets, des pouvoirs. C'est-à-dire que je peux, si je souhaite, jouer une de ces cartes à pouvoir, qui sont les 3 et les 6, on peut soit les jouer dans une série classique, ou alors on peut les jouer seul, et à ce moment-là, on applique le pouvoir de la carte. Les pouvoirs sont assez classiques pour un jeu de pli des fosses, c'est-à-dire que ça va obliger le joueur suivant à rejouer par-dessus son propre pli, ou alors ça va faire pas mal d'effets sur notre main de carte ou sur la main de carte de son adversaire. Si jamais on ne peut pas jouer le même nombre de cartes d'une valeur supérieure qui est posée sur la table, on a le droit de prendre un décret, c'est tout simplement prendre 2 cartes supplémentaires et tenter de jouer. Si jamais on ne peut pas jouer, tout simplement on passe. Les cartes qui sont au centre de la table sont défaussées et le joueur qui a entre guillemets gagné le pli va relancer tout simplement un pli. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, si ce n'est que les pouvoirs, effectivement, sur la règle du jeu, c'est peut-être pas toujours très clair. Il faut passer un petit peu cette étape de bien lire les règles du jeu, et ça devrait passer. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il faut savoir que c'est un jeu donc, qui se joue exclusivement à 2 joueurs, à partir de 14 ans, pour des parties d'environ 45 minutes. Alors, je dirais pas... 25 minutes, pardon. Là, je vois 45 minutes, c'est pas du tout 45 minutes. Sur la boîte, c'est bien indiqué 25 minutes de partie. Voilà. Il y a un mode campagne, donc vous pouvez, si vous souhaitez, jouer des cartes tout à fait, le jeu de façon tout à fait classique, mais vous allez pouvoir également faire jouer avec des scénarios. Il y a une mise en place tout simplement avec des cartes à enlever, et vous avez donc tout ça en plus donc de la règle du jeu sur un petit livret de campagne qui va donc vous expliquer, il y a quand même pas mal de contexte historique qui vont vous expliquer un petit peu l'histoire tout simplement de cette période-là. Et vous avez également toutes les cartes, ce qui sont donc des véritables personnages, véritables, soi-disant, mais probablement que oui, qui sont des personnages qui ont réellement existé, ou en tout cas qui ont eu une histoire dans cette histoire, tout simplement.
Et voilà, donc vous avez des campagnes également avec tout un tas de mises en place, des cartes à enlever ou une mise en place de départ, des cartes à distribuer ou pas, etc. Chaque joueur va incarner soit le clan des Chu ou soit le clan des Han, tout simplement. Le premier qui arrive tout simplement à se défausser de ses cartes remporte la manche. Et on va compter les points, mais tout simplement c'est le nombre de cartes que son adversaire a encore en main et le nombre de décrets. Je rappelle, les décrets c'est quand vous piochez 2 cartes supplémentaires et qui sont matérialisées en plus par un jeton. Et bien ça fait également des points supplémentaires pour celui qui a vidé sa main de cartes. Voilà, tout simplement, c'est pas très compliqué. Effectivement, on a pu voir sur un petit peu les réseaux que les règles du jeu n'étaient pas très claires. Alors oui, sur certaines cartes, sur certains effets de cartes, il peut y avoir quelques, on va dire quelques peut-être interrogations, mais en lisant correctement, à tête reposée, en se posant un petit peu au calme, les pouvoirs au final sont relativement assez simples. Donc oui, voilà, il pourrait y avoir ce petit reproche. Un autre petit reproche également qui pourrait avoir sur ce jeu-là, c'est que les illustrations. Voilà. Alors, il y a 2 illustrateurs qui sont crédités sur le jeu, à savoir que c'est quand même un jeu de Tom Lehmann. Tom Lehmann, c'est l'auteur de Res Arcana, pour ne citer que ce jeu, et donc édité par Matago. Et sont crédités aux illustrations Maxime Erso et Ryan Ferreira. Mais je pense quand même la base des illustrations est réalisée avec de l'intelligence artificielle. On peut facilement, probablement le voir sur une carte, par exemple, sur celle-ci. Alors, certainement qu'elles ont été retravaillées pour que ce soit quand même plus sympa qu'une simple IA, mais ouais, c'est pas mentionné sur la boîte ni sur les crédits à l'intérieur, mais c'est vrai que il y a probablement pas mal d'IA dans le jeu. Néanmoins, ça reste un jeu moi qui m'a bien plu. Alors Anthony des Jeux des Livres a peut-être un petit peu moins accroché. La prise en main n'a pas été en fait immédiate. Moi j'aime beaucoup ce genre de jeu de défausse et les jeux de pli, c'est vraiment ce que j'aime de plus en plus. Moi ça m'a convaincu, donc moi je vous propose de mettre un 6,5. Voilà, il y a 4 notes sur ce jeu là, sur MyLudo, ça lui fait une moyenne de 6,5. Il est sorti donc vendredi dernier, le vendredi 14 février, aux alentours d'une vingtaine d'euros. Donc là, ils disent 22 euros sur Ludum, il est peut-être un petit peu moins cher. Bref, on voit un petit peu le matériel, donc la boîte en fait qui est présentée ici. À l'intérieur, il y a également une boîte pour ranger en fait le matériel pour l'emporter plus facilement. C'est-à-dire qu'on va conserver que les cartes. On ne va pas prendre cette piste de score, on ne va pas prendre ces 2 aides de jeu comme ça sera tout matérialisé par des cartes. Donc toutes ces cartes-là vont rentrer dans ce paquet-là, comme ça vous pouvez l'emporter partout. Mais voilà, c'est dans leur gamme Matago Historia, un jeu de défausse de Tom Lehmann, qui pour moi m'a tout à fait convaincu. Donc là c'est pas 45 minutes, c'est des parties qui sont beaucoup plus courtes quand même. Voilà pour Chu-Han. Sur le jeu suivant, c'est Navoria. Alors Navoria, un jeu qui est toujours très attendu, puisque malheureusement la sortie a encore été repoussée. Il est prévu de sortir le 4 avril, aux alentours de 40 euros. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 20 à 80 minutes. On a fait une partie, on était 4. Combien de temps ? Une heure à peu près. On a fait une petite heure de partie. Donc ce jeu-là est très beau, magnifique. Donc là, on voit par exemple sur la photo le plateau de jeu principal. On a également, chaque joueur vont avoir un plateau personnel avec des petits bâtiments qu'on va pouvoir débloquer pour améliorer nos actions. Le tour de jeu, c'est très simple. J'ai dans un sac des jetons de différentes couleurs, de ces 5 couleurs qui sont là. Je vais en piocher 2. Je vais en poser une sur le plateau principal. Ça ne va rien faire. Et le deuxième que je vais choisir, en fait, je vais le poser sur un
paquet de cartes qui est ici, pour pouvoir choisir une des cartes qui est positionnée dans la rivière qui est ici. Voilà. À ce moment-là, cette carte-là, je la mets devant moi, dans mon petit tableau building. C'est pas réellement un tableau building, mais en tout cas, voilà, c'est des cartes que je vais collectionner pour me permettre de tout simplement gagner des ressources, gagner des points ou des actions qu'on va pouvoir également faire par la suite. Les actions, quelles sont-elles? Tout simplement, ça va être d'aller explorer une des 3 nouveaux continents qui ont émergé en fait, et également positionner un jeton pour faire les actions, gagner des ressources, aller explorer, donc avancer sur ces petites pistes, poser des huttes qui vont nous permettre également d'améliorer notre plateau perso. Les huttes qu'on a ici, on va pouvoir les enlever pour les positionner sur les divers chemins d'exploration. Et donc à chaque fois que je vais pouvoir défausser également des ressources pour justement positionner ces huttes. Mais il faut quand même pouvoir faire l'action. Alors, je suis un petit peu embêté parce que ce jeu est très beau. J'ai très envie de l'aimer. Seulement, en tout cas pour notre partie à 4 joueurs, j'avais déjà fait une partie à 4 joueurs à l'alchimie. Il m'avait laissé plutôt un bon souvenir. Et là, on a refait une partie à 4. Et je dois vous avouer que je suis peut-être un petit peu passé à côté. C'est-à-dire que je ne me suis pas spécialement amusé. Je me suis, autant le dire, je me suis peut-être aussi un petit peu ennuyé, puisque les tours de jeu sont pas longs, c'est quand même assez rapide. Seulement, il n'y a pas réellement moyen de planifier ou d'anticiper notre tour de jeu, puisque à mon tour de jeu, je vais piocher 2 jetons dans un sac. Donc il n'y a pas vraiment moyen de planifier nos actions. On peut également, si on souhaite, au lieu de piocher 2 jetons dans le sac, on peut prendre un jeton qui a été précédemment posé sur le continent principal. Mais si ce jeton-là ne nous intéresse pas, on va tenter d'avoir un jeton qui nous intéresse. Mais il y a une chance sur 5 d'avoir la couleur qui nous intéresse pour aller récupérer la carte. Et bien voilà, donc comme je vous disais, je suis passé à côté de ce jeu-là. Et je me suis un petit peu ennuyé, donc à rejouer, puisque Nancy et Julien, donc, qui ont le jeu, ils ont refait une partie à 2 joueurs, et apparemment à 2 joueurs, c'est quand même des parties qui sont un peu plus péchues, un peu plus tendues, disons qu'il y a un petit peu plus de contrôle, et c'est beaucoup peut-être plus nerveux, plus rapide. Voilà, à 4, je me suis pas spécialement amusé. Alors, il est dans la wishlist, donc j'ai vraiment envie quand même de lui redonner sa chance. Et je vais pas lui mettre plus que 5 pour l'instant. Alors, je sais que probablement beaucoup vont dire que, comme d'habitude, j'aime les jeux que personne n'aime et j'aime pas les jeux que tout le monde aime. Mais c'est pas grave. C'est une note provisoire, comme toutes les notes que je mets sur MyLudo, c'est-à-dire que au fur et à mesure des débriefs ludiques, on revient sur les jeux auxquels j'ai joué, et si jamais, la note doit être modifiée, elle est modifiée, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc là, probablement qu'elle ne sera réévaluée à la hausse. Je pense pas que j'aille en dessous quand même, parce que bon, c'est joli, c'est mignon, c'est agréable à jouer, c'est très simple, c'est de la collection de cartes avec des jetons d'action qu'on va piocher dans un sac, c'est très coloré, ça reste quand même relativement visible au niveau du plateau, on voit bien là les pistes sur lesquelles on va pouvoir avancer, les trois nouveaux continents, montagne, désert et forêt. Les actions qu'on va pouvoir faire également sont relativement assez lisibles. En fait, il y a trois emplacements pour chaque type d'action qu'on va pouvoir réaliser. C'est très coloré, c'est très joli, ça reste assez lisible. Le tour de jeu est assez original aussi, puisque on va positionner nos meeples sur la rosace des vents, et en fonction du tour, bien ça va changer à chaque manche, puisque c'est toujours le joueur qui est premier sur la piste de score qui va jouer en premier. Ça, c'est un petit peu bizarre aussi, c'est souvent l'inverse en fait, mais là non, c'est le premier joueur qui sur la piste de score qui va jouer en premier, et dans l'ordre du tour en fait c'est dans l'ordre du scoring tout simplement. Donc le dernier joueur qui a le moins de points, eh bien il joue toujours en dernier. Donc ouais, tu peux choisir tes actions, mais enfin... Ouais, je reste mitigé. Pour l'instant, ça reste un 5. À voir si une partie qu'on va probablement faire à 2, mais pas pour l'instant, si ça change,
mon avis. Alors ouais, je sais que ce jeu est quand même pas mal attendu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous y avez joué ou si vous attendez impatiemment ce jeu, n'hésitez pas, je regarde un petit peu les commentaires. Salut Max, je t'ai pas salué, comment vas-tu? Alors, je t'entends encore, ok, je regarde un petit peu les commentaires. Ah oui, donc toi, Anto, tu dis c'est surtout fade et sans saveur. Tu parles de Chu-Han. T'es dur quand même, hein. Et salut Gatevin. Je sais pas si on prononce ton pseudo comme ça. Bienvenue. Alors oui, les illustrations de Chu-Han, c'est voilà, c'est de l'IA. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. Bon, elles ont été très certainement retravaillées puisqu'on disait qu'il y avait deux illustrateurs crédités sur le jeu. Mais alors là, c'est vrai qu'on a fait un espèce de grand écart entre Chu-Han et Navoria. On va revenir sur Navoria d'ailleurs pour... Donc c'est un jeu qui est édité par Silex et c'est Meng Chunlin. C'est aussi bien l'auteur que l'illustrateur pour Navoria. C'est original, c'est pas souvent qu'on a auteurs-illustrateurs qui font un jeu. Donc beaucoup plus de contrôle à deux. Voilà, bah écoute, à voir. Donc je testerai avant achat, le coup de cœur n'est que visuel pour le moment. Ouais. À essayer. Ouais. Là, moi, je vous ai donné mon avis de ce que ça m'a donné pour comme impression à 4 joueurs. Et vous voyez, Anto, il a beaucoup aimé, lui. Ça ne l'a pas dérangé. Mais tu m'étonnes, en même temps, il a gagné, donc c'est sûr. Voilà. Moi, j'ai fini bon dernier, mais c'est pas ce qui, en fait, qui m'a... qui influence en fait mon avis, le fait de perdre ou de gagner. J'ai pas eu le sentiment vraiment de me faire dépasser. C'est qu'au bout d'un moment, bon, quand c'est un jeu, je rentre pas dans le jeu, bon bah je fais ce qu'il y a. Puis j'ai vraiment eu l'impression que voilà, je faisais par dépit ce que j'avais à faire en fait, sans vraiment de choix et de contrôle. Mais bon, voilà. Mais bon. Allez, on va passer au suivant. Pour un jeu beaucoup plus, on va dire, d'ambiance, où là il se passe réellement quelque chose autour de la table. Pour Hibashi Fire Up, c'est la nouvelle édition de Hibashi, du même nom, où apparemment, genre, j'avais pas joué à la précédente édition. Là, apparemment, dans cette édition, les règles du jeu sont beaucoup plus simples et le jeu est beaucoup plus immédiat, avec vraiment ce qu'il faut pour un jeu d'ambiance. Et effectivement, ça marche plutôt pas mal, puisque Hibashi, à la base, moi, j'étais pas spécialement motivé. Finalement, on y a joué à 2. De suite, ça m'a convaincu, on y a rejoué à 4. Ce jeu est vraiment très fun. Hibashi, donc on est autour d'une table. Cette table, c'est une table de cuisson et on est des cuistots et on va essayer tout simplement d'aller récolter des ingrédients, les mettre sur la table pour les faire cuire afin de réaliser des recettes. Et comment ça se passe? Tout simplement, chaque joueur va avoir des jetons de poker qu'on voit ici. À mon tour de jeu, c'est très simple, je prends mon jeton, je le lance sur la table de cuisson. À l'endroit où il arrive, je vais pouvoir, à la fin de la manche, récupérer, s'il y est toujours, l'ingrédient sur lequel le jeton est. Alors il y a un petit trou au centre du jeton pour vraiment bien voir si on a le jeton est validé ou pas. Donc je vais tenter de récupérer ces fameux ingrédients en fonction des recettes qui sont disponibles et qu'on va tenter de réaliser. Ces ingrédients, donc si mon jeton est validé, eh bien je vais devoir l'acheter. Le prix c'est quoi? Eh bien tout simplement on va additionner les jetons qui sont dessus parce que les jetons ont des valeurs qui vont de 200, 400, 600 et 800. Voilà. Donc on va avoir 4 jetons, suivant le nombre de joueurs, on ne va pas les lancer tous. Bref, on va donc additionner la valeur des jetons pour acheter un ingrédient. Donc il faut avoir de la monnaie. Mais on peut également, si on a précédemment récupéré cet ingrédient, on peut également le vendre. Et là c'est plus intéressant parce que si on le vend, on le vend 2 fois la valeur. Donc pareil, des jetons cumulés. Et donc le premier qui réussit à réaliser 3 recettes remporte la partie. C'est pas plus compliqué que ça. C'est rigolo parce que vraiment c'est du jeu de dextérité et d'ambiance où tu te mets vraiment autour de la table et tu lances en fait
ton jeton de poker pour tenter de viser au mieux. Évidemment, on va pas récupérer l'ingrédient de suite, on va attendre que tout le monde ait lancé ses jetons. Donc très probablement que mon jeton, si par exemple je suis le joueur vert et j'ai réussi à valider ce jeton, mais si un autre joueur ou même moi, je lance le jeton et que ça fait, ça les bouscule, et bien du coup, mon jeton, s'il bouge, eh bien il ne sera peut-être plus validé. Donc il y a des actions supplémentaires au milieu qui vont nous permettre de déplacer un jeton ou de prendre une carte, de réserver une recette ou de prendre des sous ou de prendre un ingrédient gratuitement. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Eh bien voilà, c'est un jeu d'ambiance autour de la table où on va tourner autour de la table pour essayer d'avoir le meilleur angle et ça marche très très bien en fait. Et moi je trouve que les illustrations sont plutôt jolies. Donc c'est la même illustration que la première édition, sauf que le fond est maintenant bleu. La boîte précédente était sur un fond noir. Donc c'est un petit peu plus... On la voit là, de toute façon. C'est plus visuel, c'est plus joli en tout cas. Voilà. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes aux alentours de 28,90 €. Donc c'est sorti chez Matago. C'est un jeu de Arnaud Charpentier, David Harding et Marco Tubner, illustré par Kerry Aitken et c'est distribué par Surfing Meeple en français. Voilà pour Fire Up Ibashi. 6-7 ou 6,5. Peut-être pas mettre ça. Allez, je mets un 6,5. Hop, voilà. Donc si vous cherchez un jeu où vous posez le plateau et vous allez tourner autour de la table pour essayer de lancer vos jetons, un peu d'ambiance et de dextérité, où il y a du mouvement en fait, voilà, autour de la table, eh bien Ibashi Fire Up, vous pouvez y aller dessus sans aucune hésitation. Ça passe très très bien, je pense à partir de 8 ans, les plus jeunes peuvent tout à fait jouer à Ibashi. Hop, je reviens là, je regarde un petit peu. Non, il n'y a pas du tout, Max, il n'y a pas de pichenette. Hein, c'est vraiment, tu es debout autour de la table et tu prends ton palais et tu le lances. C'est pas du tout de la pichenette. Hein, c'est vraiment du lancer de. C'est vraiment du lancer. Donc, ouais, c'est pas. C'est pas évident en fait, hein, parce que suivant comment tu le lances, le jeton il peut dégager de la table, il peut rouler, et donc là, du coup, ton jeton n'est pas validé, donc c'est perdu. Du palais au wasabi. Ouais. Non, très fun. Très cool ce jeu. Moi, j'ai bien aimé. Nous avons joué à For a Crown, aussi bien avec mes collègues au bureau que ce week-end avec les amis. Ce jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. For a Crown nommé jeu de l'année As d'or. Pour cette année. Pareil, on le retrouve derrière moi ici. Bon, je me rends compte qu'en fait, je lui ai même pas donné de note. Hein. Ah bah écoute, on va aller sur un 7,5. Donc c'est ce jeu, alors c'est pas un jeu d'ambiance, mais il y a quand même de l'ambiance autour de la table, puisque vous savez, c'est ce jeu-là où à votre tour, vous allez acheter une carte disponible dans le marché en dépensant des pièces et ou des rubis, et vous allez le mettre dans votre sleeve, cette sleeve qui a votre propre couleur, donc votre propre blason. Toutes les cartes que tous les joueurs ont achetées durant la manche vont être mélangées dans un paquet, et un joueur va dévoiler une à une toutes les cartes, et à ce moment-là, eh bien, on va appliquer les effets des cartes. Les cartes sont deux effets assez simples, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récolter une pièce, on va pouvoir récolter un rubis, on va pouvoir faire défausser des rubis à ses adversaires, on va pouvoir naviguer un petit peu sur cette piste-là qui est la piste de renommée, donc à chaque fois, celui qui est le plus en haut, eh bien, il aura plus de chances de gagner la manche, ou autre en tout cas. Il y a une carte, enfin des cartes qui distribuent des ratons voleurs, et il y a une carte événement, celui qui a le plus de ratons voleurs doit défausser des rubis. Il y a une carte avec des dés, un dé qu'on va lancer qui va nous permettre de gagner des rubis, des pièces, de faire défausser des rubis aux adversaires, distribuer des ratons voleurs ou naviguer sur cette piste. Voilà, en gros, je pense que si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, vous connaissez très probablement ce jeu-là, For a Crown. En tout cas, si vous n'y avez pas joué, allez-y. Vous allez vraiment bien vous amuser. C'est un jeu donc qui est sorti
à la mi-janvier de Maxime Rambourg et illustré par Paul Maffaillan chez Repos Productions, distribué par Asmodée. Donc vous voyez, nommé jeu de l'année 2025 aux As d'Or. Et comme je disais, autant pour moi, Captain Flip qui était nommé à l'As d'Or avait de très fortes chances déjà d'être nommé, mais également de remporter l'As d'Or. Et bien, avec la sortie de For Ocron et cette nomination, ça me met le doute, puisque vraiment, For Ocron et je trouve ce jeu vraiment très très bien. C'est pas, peut-être pas aussi accessible, on va dire, que Captain Flip, puisque Captain Flip est vraiment très très accessible, et il y a beaucoup de fun, et For Ocron, c'est peut-être un poil, un cran au-dessus au niveau de la complexité, même si c'est vraiment léger. Donc For Ocron, voilà, 7,5. C'est devenu, je pense, une très jolie valeur sûre. Et avec sa nomination aux As d'Or, ça lui assure une belle, en tout cas une belle présence en boutique, je pense. Hein. Et en tout cas sur les réseaux. Du coup, on y rejoue parce que vraiment, ça marche très très bien. Donc, je lui ai mis un 7,5. On va passer au jeu suivant. Alors on reste sur un jeu d'ambiance, mais un petit peu plus calme. Puisque dans The Same Game, il va falloir un petit peu faire travailler nos méninges, on va devoir réfléchir. Alors on va devoir réfléchir, c'est pas non plus de la grande réflexion, mais voilà, dans The Same Game, le pitch, on va devoir faire deviner une association de mots entre un mot qu'on aura pioché au hasard et un mot qu'on aura écrit nous-mêmes, qu'on aura décidé. Et on va devoir faire une association entre plusieurs critères. Il n'y en a qu'un seul qui va être notre propre critère. Pour juste vous donner un exemple que j'ai mis en story sur ce week-end. Si par exemple mon mot que j'ai tiré au sort, au hasard, et c'est le mot château gonflable. Je vais tirer un jeton au hasard, parmi, suivant le nombre de joueurs, 6 quand on joue à 4, et même à 2 de toute façon. Parce que sur la boîte, ils disent de 3 à 6 joueurs, à 2, ça se joue parfaitement bien. Il y a une petite variante, mais ça se joue très très bien à 2. Aucun problème, vraiment. Donc, je vais piocher un jeton. Ce jeton-là va m'indiquer une valeur et ça va m'indiquer la tuile de critères, puisqu'il y a plusieurs tuiles critères. Alors, est-ce que je le vois en photo ici? Voilà. Bon, eh bien, l'exemple là est encore mieux. J'ai roulette à pizza. C'est le mot que j'ai tiré sur la carte et j'ai tiré au hasard le jeton ici. Bon, mais là il est retourné, mais c'était donc ça m'indiquait le mouvement. Donc j'écris sur ma petite planche qui se rabat le numéro qui était inscrit ici. Et donc il faut que je trouve un lien entre roulette à pizza, le mouvement. Donc il faut que je trouve un objet qui ait le même mouvement que la roulette à pizza. Donc je vais écrire monocycle par exemple. Mais attention, il ne faut pas que ça puisse être confondu avec le prix, le poids ou la durée d'utilisation, en tout cas pour l'exemple qui est donné ici. C'est-à-dire que si j'avais roulette à pizza et que je mettais quelque chose qui pourrait être du même poids, du même prix ou de la même durée d'utilisation, ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué. Là, c'est quand même assez simple avec le mouvement, puisque roulette à pizza, tu mets un monocycle, c'est pas du tout la même durée d'utilisation, c'est pas du tout le même poids, et c'est probablement pas du tout le même prix entre les deux objets. Donc c'est les autres joueurs qui vont devoir deviner, et par déduction, trouver que le dernier, c'était bien donc celui-ci. Donc au fur et à mesure, ils vont soulever les gobelets, tout simplement, et ils vont le mettre sur la piste de score qu'on voit ici, qu'on voit pas très bien, mais qu'on voit ici. Donc pour mettre le gobelet sur la piste de score, à la fin, on va regarder jusqu'à où on est arrivé pour marquer le nombre de points qui est indiqué. Si vous voulez, pour le comparer, on pourrait comparer ça un petit peu à une mécanique de Similo. Je ne sais pas si vous connaissez Similo, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que dans Similo, on dit que mon personnage secret ressemble ou ne ressemble pas à
une carte qu'on me propose, et bien là c'est un petit peu la même mécanique, c'est-à-dire que on va tenter de faire deviner aux autres joueurs par une association de 2 mots, et bien quel est le critère qui est commun aux 2 objets. Oui, c'est le critère piégeux, mais en fait c'est celui qu'on ne doit pas tout simplement dévoiler. Donc 3-6 joueurs, ça m'embête qu'il y ait marqué 3, et c'est ce qui a marqué sur la boîte, mais il se joue parfaitement à 2 joueurs en tout cas. À partir de 10 ans, des parties d'environ 30 à 45 minutes. Alors c'est un jeu d'ambiance, oui et non, parce que c'est un jeu de Wolfgang Warsch, illustré par Christian Schupp, édité par et distribué par BlackRock pour la France. Et c'est un jeu d'ambiance sans vraiment être un jeu d'ambiance, parce que il y a eu plusieurs moments où en fait on bloque un peu. Parce que là, je vous ai montré roulette à pizza et monocycle, le mouvement est, on va dire, assez évident. On voit bien que c'est pas les mêmes critères du tout entre le prix, le poids et la durée d'utilisation. Mais il faut savoir que sur une partie, normalement, il y en a 6 de critères. Et souvent, ils se ressemblent. Par exemple, il peut très bien y avoir le critère de ressemblage, ressemblance, ou longueur, par exemple. Donc moi, j'avais un fusil de chasse, et il y avait ces critères-là de ressemblance et de longueur. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait ressembler à un fusil de chasse, mais qui soit pas de la même longueur? Vas-y, va trouver ça. Donc du coup, j'ai été bloqué. Et ça peut... En fait, ça m'a un petit peu... Pas refroidi, mais ça m'a un peu... Ça fait un petit peu retomber, si vous voulez, le soufflet, si on peut dire ça comme ça, d'un jeu d'ambiance. Donc, c'est un jeu d'ambiance où on est posé, où chacun va tirer une carte, tirer également un critère piégeux, et au calme, posé, on va essayer de trouver le critère qui va un objet, un autre mot qui va définir en fait les 2 objets sans définir les autres critères. Voilà, et c'est ça qui est un petit peu des fois pas facile, pas évident. Ça peut, moi en tout cas, il y a eu certains mots où j'ai carrément défaussé, j'ai changé de mot parce que c'était trop compliqué, je n'arrivais pas à jouer. Voilà en tout cas pour The Same Game, qui quand même, je pense... Alors, à partir de 10 ans, oui, en dessous, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Au niveau de ma note, je vais lui mettre un 6 pour l'instant, parce que après, une fois que le joueur montre le mot qu'il a écrit sur sa plaquette et la carte qu'il a tirée au sort, et c'est tous les autres joueurs qui vont devoir donc discuter. Et c'est ça qui est intéressant dans ce genre de jeu, c'est un petit peu la discussion que ça va provoquer, et les avis de chacun en fait. Bien, mais non, mais toi tu peux pas dire que une roulette à pizza et un monocycle c'est pas du tout le même prix, ou c'est pas la même durée d'utilisation. Mais si, c'est la même durée d'utilisation, ça peut durer des années, bref. Donc c'est ça qui est rigolo, qui est fun en fait dans ce jeu-là, c'est que c'est tout le dialogue en fait qui va s'instaurer, et la déduction que tous les joueurs vont faire en fonction tout simplement de leur impression, de leur avis, de leur vécu, etc. etc. Et tu vois, ah oui, mais si, c'est le même prix, rappelle-toi, un monocycle, on avait eu le monocycle dans une braderie, on l'avait eu à 10 €, et la roulette à pizza qu'on a acheté dans ce magasin, là, on l'a payé 10 € aussi. Bon, voilà, là c'est un exemple, c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà, c'est vraiment cette discussion-là qui va amener en fait les joueurs à déduire au fur et à mesure, peut-être faire des compromis, dire bon, ok, je vous fais confiance, on part là-dessus, etc. etc. Voilà pour The Same Game, donc à 2 joueurs, c'est nickel, sans aucun problème, et jusqu'à 6 joueurs. Les parties, 30-45 minutes, ouais. Et donc effectivement, c'est pas... en dessous de 10 ans, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Je regarde un petit peu... C'est l'embrouille du cerveau quand il faut faire deviner ce qui n'est pas à trouver. Voilà, c'est ça, c'est cette logique-là qui est un petit peu qui nous prend un petit peu à contre-pied. De cette logique un petit peu, moi comme je dis, de cette logique inversée. Alors Anto qui nous dit, moi j'adore mais c'est pas unanime. Max, l'ADA du jeu l'aidera sûrement pour la vente.
Oui, après, il est chouette, hein, il est joli. Ça fait un petit peu des illustrations un petit peu 70s, un petit peu psychédélique. C'est rigolo. Quoi, la triche, hein? Je vais pas tricher. Pendant la partie, on a le droit de défausser une carte, mais une seule fois par partie. Bah, c'est ce que j'ai fait. Non, je crois que Julien, il l'a fait aussi. Mais voilà, c'est un petit peu le problème, c'est qu'il y a des fois tu bloques, et suivant les critères qui sont mis, alors après, il y a plein de critères dans la boîte. Hein. Là, je vous ai montré sur l'exemple qu'il n'y en avait que 4, mais la boîte est pleine de critères différents, donc c'est modulable en fait. Tu peux vraiment changer pour que ce soit vraiment des trucs très différents. Et il y a toujours une petite mise en place conseillée de départ, mais voilà, comme un jeu d'ambiance, tu fais un petit peu comme tu veux. Voilà donc pour The Same Game avec une note de 6. Eh bien, on va rester sur un jeu d'ambiance. Et là vraiment, eh bien, ça m'a beaucoup convaincu. Là, sans aucun problème. Opération Zèbre, c'est un jeu d'ambiance, clairement, de culture générale et de quiz. Et la particularité de ce jeu-là, c'est que même la personne qui va poser, entre guillemets, la question, eh bien, elle aussi, elle va jouer. En fait, tout le monde va jouer en même temps. Et ça, c'est très malin, c'est super bien trouvé. Le principe, on est des agents secrets et on va essayer de relayer des informations. Mais ces informations-là, elles vont être masquées. Je m'explique. À mon tour de jeu, en simultané, tout le monde va faire ça. On va prendre au hasard une de ces cartes. Il y a énormément de cartes. Donc, je vais prendre une carte. Sur cette carte-là, un thème. Plusieurs thèmes vont être disponibles. Territoire, personnages, films, séries, célébrités, etc., etc. Donc je choisis, si jamais celle-ci ne me convient pas, je prends l'autre, etc. Donc sur cette carte-là, je vais avoir donc le personnage, c'est un indice que je vais donner à tous les joueurs, et je vais avoir un texte. En fait, ce texte-là bien décrit tout simplement le personnage qui est indiqué en bas, que je vais essayer de faire deviner aux autres joueurs. Mais c'est pas aussi simple, puisque chaque ligne, en fait, alors est-ce qu'on peut le voir? Oui, on va le voir ici. Vous voyez? Donc là, on va devoir trouver un film. Cette photo est très bien faite. On va devoir trouver un film. Donc moi, à mon tour de jeu, eh bien, je voyais que je vais barrer des informations sur cette carte. Ces cartes-là sont on peut écrire avec un feutre effaçable. Puisque chaque information, on le voit sur la colonne de droite, au bout, va avoir une valeur. Et ces valeurs, ce sont des points qu'on va devoir noter sur une espèce de petite carte comme ceci, que je vous montre. La zone de suspicion. Suivant le nombre de joueurs, ça peut changer. On peut faire un mode novice et avancé. Et donc, le but, c'est d'avoir le moins de suspicion possible. C'est-à-dire que si la carte, elle est remplie entièrement de petites croix qu'on va cocher, eh bien, la partie est perdue. Donc là, bien, en fait, tout simplement, je vais essayer de barrer des lignes, donc des valeurs de suspicion, pour essayer de donner le moins de points de suspicion possible, mais essayer de donner les indices les plus pertinents. Donc par exemple là, je vais barrer celle-ci, etc. Puisque là on voit un petit peu que là c'est un indice à 5, donc 5 c'est énorme en valeur de suspicion, mais par contre l'information qui est indiquée là, eh bien elle est ultra évidente. Mais c'est dommage, donc il va falloir faire des choix. Donc moi en tant que lecteur, puisqu'on dit qu'on est les lecteurs, eh bien je vais prendre mon petit feutre et je vais barrer pour au final proposer aux autres joueurs eh bien ma entre guillemets définition. Donc là ça pourrait être film à trouver. Phil Connors, un présentateur, un reportage annuel sur une journée, sorti en 1993. Ce film est porté par l'acteur. Et là, c'est très compliqué quand même, parce que moi, je sais pas ce que c'est. En plus, la réponse, elle est floutée. Et voilà, et quand vous allez lire votre carte, eh bien, vous allez devoir respecter la ponctuation et tout, comme je viens de vous le faire. Vous n'allez pas dire Phil Connors, un présentateur, un reportage annuel sur une journée. Non. Il faut vraiment faire tout. Phil Connors, un présentateur, un reportage annuel sur une journée. Et là, tu te dis, celui qui écoute, il me dit, mais je comprends rien. Donc, visuellement, ça peut paraître plus facile, mais quand vous n'écoutez juste que le texte, eh bien, c'est pas si facile. J'aurais presque pu vous faire un exemple ici. On va peut-être même je vais essayer de vous en faire une, là, parce que là, j'ai un personnage qui est pas trop compliqué. Et suivant les indications que je vais barrer, eh bien, est-ce que vous allez trouver? Donc voilà, si les joueurs trouvent
Eh bien, très bien. On passe au joueur suivant. Si jamais il ne trouve pas, on a le droit d'avoir 2 types d'indices. Soit pour 2 suspicions, je révèle la première lettre du mot à trouver. Donc là, en l'occurrence, la première lettre du film. Ou alors, je peux, pour le nombre de suspicions, effacer une ligne et dire une seule fois et uniquement cette ligne-là. Donc ça peut donner pas mal d'indices, mais par contre, ça rajoute vachement de suspicions. Au choix. Est-ce que tu te sens, Anto, de meubler un petit peu le temps que je fasse cette carte-là? Ou alors tu l'as fait la carte, tiens. Eh bien, allez, Anto, il va le faire. Il va faire la carte. Donc, on a une petite boîte en plus dans la boîte qui permet de faire une petite sélection de cartes et de mettre les feutres pour l'emporter partout. Je te donne un feutre. Eh bien, il va nous faire... alors, bon, je l'ai vu, hein, mais attention au tapis. Hein. Hop, je te donne ça. Voilà. Donc, il est en train, en fait, de préparer sa carte, comme là, on voit sur la photo. Et tous les joueurs vont le faire ça en même temps. Quand on est là, on va lire notre carte. Et en fait, c'est super compliqué parce que les valeurs 0, là, film est porté par l'acteur. Ça donne 0 indication, donc 0 suspicion. Par contre, là, c'est dommage je sais pas, j'ai pas vu s'il y avait une autre carte, mais cette carte-là, on voit pas, mais c'est une valeur de 5, donc il y a vachement d'informations. La carte a été préparée. Il a fait ça très rapidement. Donc là, on va compter le nombre de suspicions qu'ils sont encore visibles. Enfin, le joueur qui a le lecteur. Donc, par exemple, donc là, tu nous as laissé 1, 2, 3, 4. Donc, 4. On va prendre notre fiche, on va faire 4 coches. Et là, à ce moment-là, eh bien, il va commencer la lecture. Ben vas-y, fais-le. Ce personnage de comics créé en allié ou sa compagne, Seth était incarné par Halle Berry, Zoé Kravitz ou encore... Alors moi j'ai lu la réponse, du coup je sais ce que c'est, mais donc on a le droit de le faire répéter, donc je veux bien que tu... Je sais pas si vous avez bien entendu dans le micro, j'ai pas les lunettes. Ah. Ce personnage de comics créé en allié ou sa compagne, Seth était incarné par Halle Berry, Zoé Kravitz ou encore... Alors non, Max, c'est pas la femme invisible dans les 4 Fantastiques. C'est pas elle. Non. Enfin là, avec quand même avec l'indice de Halle Berry, tu dis? Ouais. Bon, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est Halle Berry qu'on dit? Halle Berry. Voilà. C'est une actrice quand même assez connue. Donc je vous laisse quelques petites secondes encore, le temps de trouver si jamais. Alors après, pour 2 suspicions, c'est-à-dire qu'on va rajouter 2 coches sur notre fiche. On peut dire la première lettre. Donc oui, là, ou alors la première lettre, c'est un C. Donc là, on va prendre notre feuille de score. On va cocher 2 cases supplémentaires sur ce type de cases comme ça. Et donc la première lettre de ce personnage, je le répète, c'est donc un personnage qu'on doit trouver, commence par la lettre C. Est-ce qu'on dit la réponse ou est-ce qu'on laisse mariner et puis ils diront dans les commentaires sur YouTube? Allez, on marine. Allez, ok. Max, n'hésite pas, je te donnerai si tu veux la réponse. Ah, bah il a trouvé. Bravo. Voilà, bien joué Max, tu as trouvé, effectivement. C'est bien Catwoman. Voilà, bah, si vous aviez trouvé dans les commentaires, n'hésitez pas à le marquer. Voilà, et donc ce jeu, en fait, il est génial. Moi, je le trouve génial, je le trouve vraiment super parce que les phrases que vous allez devoir choisir d'enlever, elles vont donner des informations très importantes ou pas. Mais il y a des phrases à 0 que vous allez également enlever parce que sinon, la phrase, elle veut encore moins rien dire. Donc, vous allez vraiment devoir choisir pour que c'est un minimum, que ce soit un minimum cohérent, même si c'est à la lecture des fois ça veut rien dire, et devoir également choisir en fonction de niveau de suspicion que vous avez dans les petites colonnes à droite. Voilà. Et donc tout le monde joue en même temps. Ensuite, il y a un lecteur qui va lire sa carte et tous les autres joueurs vont essayer de deviner.
Et on va passer comme ça de chaque joueur, on va essayer de faire deviner ces mots. Suivant le nombre de joueurs, il y a plus ou moins de manches, etc. etc. Et donc c'est évidemment c'est un jeu coop. Est-ce qu'il y a un mode compétitif? Il y a un mode compétitif. Alors on n'y a pas joué au mode compétitif. À partir de 6, il y a un mode compétitif. Donc du coup nous on y a joué à 2, nickel à 2. On y a joué à 4 aussi. C'est drôle. C'est relativement assez simple parce que vous voyez là vous avez quand même un personnage Catwoman donc bon qui est relativement assez connu même si la définition est un petit peu sombre mais on y arrive. Mais il y a des choses qui sont peut-être un petit peu plus on va dire entre guillemets intellectuelles, c'est-à-dire par exemple celle-ci j'ai la carte territoire et je vais devoir faire deviner le pays Mexique. Alors je vais pas vous faire la carte mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il y a des célébrités, il y a des personnages, il y a des lieux, etc. etc. Voilà. Donc ça c'est une belle recommandation que Opération Zèbre qui est prévu de sortir début avril aux alentours de 22 €. Il se joue de 2 à 12 joueurs à partir de 14 ans, les parties d'environ 30 à 45 minutes. Ça, c'est ma grosse recommandation, en tout cas de jeu qui va sortir le début d'avril. Je vais lui mettre une note 7,5. Ouais, non, on va pas aller jusqu'à 8. On va rester sur un 7,5. Franchement, très bon jeu d'ambiance que je vous rappelle où tout le monde va jouer en même temps. Donc c'est édité par Big Moustache Game. C'est un jeu de Lani Landro qui est auteur et illustrateur. Je pense qu'il y a un autre... Il n'y a pas un autre auteur? Non? Il n'y a que Lenny Lando. Ok. J'ai dit Lenny Landro. Non, Lenny Lando. Pardon. Donc auteur, illustrateur. 260 cartes recto verso. Les feutres, les petites lingettes pour nettoyer, un étui de transport, vous voyez comme ça, pour mettre des cartes et un feutre, hop, vous pouvez partir en vacances ou n'importe où, par exemple en safari photo, vous pouvez prendre votre boîte, elle rentre parfaitement dans la boîte de base, et vraiment, Opération Zèbre, c'est vraiment très bon. Et voilà, hop là. Donc bravo Max pour avoir trouvé Catwoman, mais quand même avec un indice qui nous a coûté 2 suspicions. Donc vous avez compris qu'en fait c'est d'essayer d'enlever des informations capitales pour pas avoir trop de suspicions, mais en laisser quand même un petit peu parce que sinon c'est introuvable. C'est vraiment ce juste milieu qu'on va devoir trouver entre donner des bonnes informations, donner des informations qui donnent pas d'informations, et faire des phrases cohérente, un minimum, voilà. Mais c'est c'est vraiment très bon. Voilà pour Opération Zèbre. Je bois juste un petit coup en attendant pour passer au jeu suivant, dont je vais vous mettre de suite la petite fiche MyLudo. Je vous montre mon verre, il est chouette mon verre. Je sais pas si on l'a vu. Allez, passons au jeu suivant. Les secrets de Zorro. Zorro, notre oncle, malheureusement, est décédé paisiblement dans son hacienda. C'est ça qu'on dit? Non, c'est pas une hacienda. Oui. Voilà, c'est notre oncle. Malheureusement, Zorro est décédé. Et donc, nous sommes les neveux et nièces de Zorro qui allons tenter tout simplement de reprendre le relais. Puisque le gouverneur, lui... il voit bien que Zorro n'est plus en activité et il compte bien un peu refaire sa loi au pays de Zorro. Et nous, on n'est pas d'accord. Eh bien, on va essayer de refaire un petit peu justice comme notre oncle Zorro. Voilà pour le pitch. C'est un très beau jeu. Je le trouve vraiment très beau au niveau des illustrations. Alors, on va peut-être passer sur les photos qui sont proposées. Voilà, je le trouve très beau. Au niveau du plateau, au niveau des plateaux perso, au niveau des cartes, des illustrations, je trouve que c'est très réussi en fait. Au niveau du graphisme, des illustrations, tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le secret de Zorro. Les secrets de Zorro. C'est un espèce de placement d'ouvrier,
mais on va pas placer réellement des ouvriers, on va pas récolter des ressources. En fait, on va avoir chacun, suivant le nombre de joueurs, je pense que c'est plus ou moins la même chose. En tout cas, à 2 joueurs, on a 3 personnages, comme on voit ici, des petits standees qu'on va placer sur différents lieux du plateau. Et en fait, le fait de faire ça, ça va nous permettre de dévoiler ces cartes-là. Ces cartes-là, je ne sais plus comment, des cartes événements. Et donc, en fait, pendant la phase de jour, on va se positionner sur différents endroits du plateau pour aller découvrir ces événements. Événements qui peuvent être réalisés immédiatement, si c'est des événements de jour, ou des événements de nuit qui vont être positionnés à différents endroits. Par exemple, je suis allé me positionner sur le marché qui est ici, je révèle la première carte du paquet et je la positionne sur l'emplacement dédié. C'est-à-dire, si c'est un événement de jour, je le fais immédiatement, je la défausse. Si c'est un événement de soir ou de nuit, je la positionne sur un des 3 lieux qui est indiqué par la carte. Donc il y a la route est, la route nord et la route ouest, donc sur 3 côtés du plateau. Et donc une fois que tous les joueurs se sont positionnés, eh bien on va tout simplement dans l'ordre réaliser ces événements. Donc en commençant, je crois que c'est en commençant par l'ouest, on va révéler donc cette carte-là, par exemple. Enfin, on les a déjà révélées, on sait ce qui nous attend. Et on va faire l'action de la carte. Si ça, en l'occurrence, celle-ci, c'est une action de gagner une pièce, etc. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avant, une fois que tout le monde s'est positionné sur les différents endroits du plateau pour gagner des cartes, révéler des événements, etc., etc., je vais passer les détails, on va devoir donc choisir sur quelle route on va se positionner. Et oui, parce que la phase de soir et de nuit arrive, donc la phase de soir, on va préparer un petit peu nos embuscades, eh bien on va se positionner soit sur la route de l'Est, soit sur la route du Nord ou la route de l'Ouest. On va avoir 2 personnages maximum ou pas? Voire 3 si on a... Ok. Voilà, bon. On va positionner 2 de nos personnages sur les routes pour essayer donc de résoudre en fait les événements. Ces événements, donc là on ne le voit pas, mais peut-être sur une autre photo on pourrait le voir. Elle est chouette cette photo là. J'aime bien. C'est tout à fait le genre de photo que je pourrais faire avec les standees. C'est dommage qu'on ne voit pas. Non, il n'y a pas. Bon. Alors oui. Il y a des cartes scénario, hein, donc chaque partie que vous allez faire en fait va avoir un petit scénario, une petite mise en place, etc. Donc on va positionner nos standees sur une des 3 routes et tout simplement eh bien, on va réaliser chaque carte une à une. Donc il y a des cartes événements qui vont nous dire eh bien on va prendre tant, c'est un événement, donc tant de personnages adverses. Les soldats vont être mis au centre du plateau. Ici, on le voit, par exemple, il y a un événement qui nous dit, tel événement, ça dit qu'il y a 2 personnages, 2 soldats qui vont être mis au centre du plateau, qu'on va devoir, en fait, combattre. Ces personnages-là, ce sont ces cartes qui sont ici, donc on va révéler une carte, on va révéler une deuxième carte, et dans le sens de lecture, c'est-à-dire de gauche à droite, on va devoir combattre ces soldats. On voit qu'il y a des petits cubes dessus, ces cubes c'est leur point de vie tout simplement, et pour les combattre, eh bien on va devoir jouer nos cartes. On aurait pu acheter par exemple ici des cartes sur le marché, mais on a une espèce de petit mini deck building, c'est-à-dire qu'on a des cartes d'action de départ qui sont, vous voyez, ces cartes-là en fait, qui vont nous dire, eh bien, si je joue cette carte-là, je peux cibler 2 soldats avec une puissance de 2. Une puissance de 1, pardon. Donc je peux viser les 2 soldats, par exemple, et je leur mets 1 dégât. Donc c'est pas fini, parce qu'ils ne sont pas morts. Donc je vais devoir jouer d'autres cartes. Là, une cible pour tant de points en moins, une cible pour tant de points en moins, etc., etc. Donc il va falloir jauger notre main de cartes, puisque une fois que nos 5 cartes ont été jouées, eh bien c'est fini. C'est-à-dire qu'on ne peut plus tenter de combattre les soldats. Donc il va falloir faire un petit peu de deck building, effectivement. Donc une fois que la première carte est passée, c'est-à-dire que les soldats ont été vaincus, eh bien on va dévoiler une autre carte.
Et là, on recommence. Donc, si je suis tout seul à m'être mis ici et que j'ai utilisé toutes mes cartes, eh bien, l'événement n'est pas... il est résolu. Les gardiens, les soldats, pardon, ont réalisé leur événement qu'ils avaient prévu de faire. On n'a pas réalisé notre embuscade. Et là, il y a une petite piste qui est ici sur le côté. Et donc, une petite piste qui va, en fait, augmenter au fur et à mesure. Cette piste-là, si on arrive tout à fait en haut, eh bien, on va devoir, si vous voulez, combattre le boss final. Donc ça peut aller très vite. Le but c'est justement ça ne monte pas très vite, justement pour nous permettre en fait d'améliorer nos cartes, nos actions, pouvoir s'équiper avec ces cartes-là. Donc il va falloir gagner des pièces, pouvoir les dépenser sur le marché. En fait, c'est pas du deck building, mais améliorer notre plateau perso avec, on le voit ici, ces petits jetons-là, c'est de la ruse qui va nous permettre d'améliorer nos actions et donc mettre nos petites cartes également. On a des petites cartes comme ça ici qu'on va mettre sur le côté qui vont également donc nous donner des capacités supplémentaires et certaines cartes comme celle-ci par exemple qui nous donnent tout simplement des pièces qu'on va pouvoir dépenser sur le marché, etc. etc. Voilà. Donc comme je vous disais en introduction de ce jeu, je trouve que c'est très beau, j'aime beaucoup ces illustrations, j'aime beaucoup le thème aussi, rigolo, hein, Zorro, pour toutes les personnes qui sont un petit peu de notre génération, donc très jeunes. Zorro, ça nous a un petit peu marqué, puisque la série Zorro, je parle pas du film, mais vraiment de la série Zorro, hein, on se souvient tous de Sergent Garcia et Zorro et Bernardo, hein, son fidèle complice à Zorro. Franchement, ça a marqué des générations, dont la mienne. Et Zorro, la série, c'est une série que j'aimais beaucoup regarder. Et donc là, nous arrive ce jeu, Les Secrets de Zorro. Ça nous permet d'incarner, non pas Zorro, mais un de ses neveux ou nièces. Donc les illustrations, je trouve que sont très très jolies. Le plateau central est très, très clair, très lisible. Le plateau perso également. Mais il y a quelques petits couacs de mon côté. En sachant qu'on n'a fait qu'une seule partie à 2 joueurs. Je pense que ce jeu mérite largement d'être joué au moins à 3, voire à 4. À voir, pour l'instant je n'y ai pas joué. Puisque, comme je vous ai dit, on va se mettre à 2 endroits le soir pour tenter les embuscades, et on ne peut être que 2. Et bien du coup ça peut aller très vite, parce que si on n'est que 2 et que on utilise si on est tout seul, parce qu'on ne peut pas être à tous les endroits en même temps, et bien si on est tout seul et qu'on utilise toutes nos cartes pour une carte et que la suivante, elle nous met une raclée, et bien on ne peut rien faire, on a perdu en fait. On n'a pas vraiment perdu, mais en fait voilà, on n'a pas évité l'événement. Et donc ça m'a peut-être un petit peu frustré. Les emplacements où on va placer nos standees, on va pas réellement se bloquer, en tout cas pas à 2, puisqu'il y a suffisamment de place pour se positionner où on veut. À part sur ici l'hacienda et les fermes, et également ici la maison, où on va pouvoir se positionner, mais il y a moins d'emplacements, je crois que même d'ailleurs il n'y en a qu'un. Mais les autres, on va pas pouvoir se bloquer. Donc à chaque fois qu'on va positionner ici, je vais révéler une carte, tac, et je peux aller au marché. Si je me mets ici, tac, je vais révéler l'événement et je peux faire une autre action. Si je me mets ici, tac, je vais révéler la carte d'événement et je peux faire une autre action. Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, voilà. Hein ? Oui, c'est entièrement coop. Hein. Ouais, bien sûr. Mais ça manque un peu de... En contrepartie, cette première phase de jour m'a manqué un petit peu de contraintes, ou en contrepartie, la phase de nuit où on doit résoudre les événements, où là c'est hyper contraint, c'est-à-dire que tu t'en prends plein les dents, quoi. T'as rien vu venir. Alors est-ce qu'on a mal préparé notre phase de jeu, notre phase de jour, et du coup on a un petit peu subi notre phase de nuit, parce que franchement on a perdu, hein, tout simplement. Et... voilà, je sais pas si quelque chose m'a manqué sur la phase de jour. Je trouve que c'était pas très contraignant. On ne révèle pas toutes les informations, donc il y a des informations qui vont nous arriver sur la phase de nuit sans qu'on les ait vues venir, mais en même temps, on va devoir faire des choix. Et bien on va pas pouvoir aller partout, donc il y a des phases, il y a des routes. Par exemple, si personne ne s'est mis ici, bien tous les événements qui sont été sur cette route à l'est, vont être résolus. Donc du coup, le jeton va augmenter inexorablement. Voilà, donc bon, ça m'a un petit peu embêté.
Mais du coup, j'ai quand même envie, j'ai très envie d'y rejouer à 4. Je pense que vraiment ce jeu prend vraiment son sens quand on joue à 4. À 2, je suis un petit peu moins convaincu. Mais il se joue à 2. Voilà. Je vous en reparlerai dès qu'on aura refait une partie à 4 joueurs. En tout cas, ouais, vraiment, c'est une très jolie boîte. Je sais pas où est-ce que j'ai mis la couverture. En tout cas, on la voit. Donc ici, on devine Zoro avec son épée qui signe d'un Z, de la pointe de son épée. Je vais vous montrer quand même comme ça. La face de boîte, bon, elle n'est pas très inspirante par rapport en tout cas au plateau de jeu que je vous ai montré, qui est vraiment lui. Moi, je suis entièrement convaincu par les illustrations et la direction artistique de ce jeu-là. Il se joue donc... Ah ben j'avais même pas vu qu'il y avait un mode solo, dis donc, tu vois. Il se joue donc de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 à 60 minutes, ça va, c'est pas trop long. C'est Double Combo Game qui édite ça en français, c'est un jeu donc de Constantin de Dayan et Vincent Vimont, et illustré par Jeffrey Janson. Voilà, Double Combo Game. Double Combo Game, c'est l'éditeur de Mage Noir que j'aime beaucoup. J'aime énormément ce jeu-là, le jeu de cartes. Donc il est prévu de sortir début mars, aux alentours d'une petite quarantaine d'euros. Je vous en reparlerai évidemment dès que j'aurai fait une partie à 4 joueurs, puisque je répète, je pense que vraiment ce jeu prend toute son sel à 4 joueurs. Voilà. Et nous avons fait le tour du débrief ludique des jeux auxquels j'ai joué. Je pense que j'ai parlé de tout, j'ai fait le tour. Voilà. Alors, on va boire un petit coup alors, hein. Ok. Hop. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous avez vu des jeux qui vous intéressent, qui vous donnent envie, ou si vous avez joué déjà à des jeux que je vous ai présentés et que vous soyez du même avis que moi ou pas, n'hésitez pas à marquer ça dans les commentaires. C'était le débrief ludique du Meeple Vert. C'est tous les lundis à 20h sur Twitch. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour discuter ensemble, ou sinon c'est sur YouTube pour le replay. N'hésitez pas surtout à mettre un petit like, un petit pouce. Ça me fera très plaisir. Retrouvez-moi également sur Twitch tous les samedis matins vers 11h pour les sorties jeux de société. Et le reste de la semaine, c'est sur Instagram pour tous les jours les stories de partage et des découvertes et les reviews de jeux de société. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt. En attendant, amusez-vous bien. Salut!